Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire avaient-ils la peau claire ou foncée ? Les basques ont-ils des caractéristiques génétiques propres ? Quel lien y a-t-il entre le caractère éminemment social de Sapiens et la bipédie ? Voilà autant de questions auxquelles Evelyne Heyer répond avec pédagogie, simplicité et humour dans son dernier livre « La vie secrète des gènes » paru chez Flammarion. Un ouvrage constitué de 30 courts chapitres inspirés des chroniques hebdomadaires que la professeure d'anthropologie génétique présentait l'an dernier dans l'émission La Terre au carré sur France Inter. Comme dans son précédent livre, l'Odyssée des gènes, couronné de nombreux prix scientifiques et traduit en une dizaine de langues, Evelyne Heyer cherche à rendre accessibles des notions complexes et parfois vertigineuses qui nous ramènent à l'origine de notre humanité. Dans cet épisode, c'est justement cette scientifique passionnée et passionnante que nous avons la joie de recevoir. Au fil de notre entretien, il sera question d'ADN, de notre cousin Néandertal, de racisme aussi, et puis de la manière dont naît une vocation de scientifique. Bonjour Evelyne Heyer. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invitée du podcast Les éclaireurs de dialogue. Pour commencer, je voudrais partir d'une image que vous utilisez souvent. Vous dites que notre patrimoine génétique est une formidable machine à remonter le temps. Alors qu'est-ce que cela signifie ? En fait, c'est ce qu'il y a de super maintenant avec l'ADN, donc avec la génétique, c'est que quand on étudie la génétique de population ou d'êtres humains, on peut remonter quelque part l'histoire de leurs ancêtres. Le principe, c'est simple, vous recevez la moitié de votre ADN de votre père, la moitié de votre mère, un quart de votre grand-père paternel, de votre grand-mère maternelle, etc., 1/8 des ancêtres avant, etc. Et du coup, finalement, votre ADN, on peut aussi le regarder comme toute une mosaïque de l'ADN que vous avez reçu de plein d'ancêtres. Et c'est en analysant cet ADN, quelque part, qu'on peut remonter, enfin retracer des éléments de l'histoire du passé. Alors tout ça, c'est une discipline assez récente. Je crois que c'est 1962, la découverte de l'ADN. Alors, je ne me souviens pas quand ça a été découvert, mais je me souviens que c'est en 2000 que l'ADN du génome humain a été séquencé au complet. Alors, avant, il y avait déjà des travaux qui avaient été faits, mais on n'avait pas autant d'informations sur chaque individu. Donc, on pouvait travailler, je dirais, sur certains bouts de l'ADN, mais pas sur la totalité. Donc, le changement majeur, c'est quand même à partir des années 2000, où là, on a vraiment accès à des extraordinaires quantités de données sur chaque individu, sur chaque population humaine. Et après, il y a eu une nouvelle révolution, il y a à peu près une dizaine d'années, qui est ce qu'on appelle la paléogénomique. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est qu'on a l'ADN, cette fois-ci, de gens qui ont disparu, si vous voulez, de fossiles qui n'existent plus, qui peuvent dater de 10 000, 20 000, 30 000, 40 et 50 000 ans. Et c'est ce qu'on appelle donc la paléogénomique, paléo pour ancien. Et d'ailleurs, le prix Nobel de médecine et de physiologie, c'est Svante Pääbo, le père en quelque sorte de cette discipline, le prix Nobel de cette année. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors vous, Evelyne Heyer, qu'est-ce qui vous a mené à cette étude de la génétique et à l'anthropogénétique ? Comment est-ce que vous êtes arrivée là ? Ah bah alors moi c'est facile, j'ai eu un coup de cœur intellectuel, oui ça existe, vers la fin de mes études pour la théorie de l'évolution. Alors, la théorie de l'évolution, c'est ce qui permet de comprendre toute la diversité du vivant sur la planète, que ça soit entre individus, entre espèces, etc. Donc, un vrai coup de cœur intellectuel. Et donc, j'ai décidé de travailler sur des populations humaines en voyant dans quelle mesure on pouvait utiliser certains des principes qu'on connaissait de la théorie de l'évolution, plus spécifiquement une sous-branche qui s'appelle la génétique des populations, qui est un peu plus basée sur des mathématiques. Et dès mes premiers travaux, je me suis rendu compte que si on voulait comprendre l'évolution de l'homme, eh ben, à chaque fois, il fallait rajouter un élément qui venait de la culture, que je dirais que les modèles de base qu'on avait plus pour les animaux et les plantes, ça marchait pas, il manquait à chaque fois quelque chose. Et du coup, donc, je me suis rendu compte qu'il fallait bien sûr que je me forme beaucoup plus en sciences humaines, et c'est ça qui a mené à la définition de cette discipline que j'appelle l'anthropologie génétique, c'est-à-dire l'étude de l'homme
avec comme outil la génétique, qui nécessite des outils de génétique, mais aussi tous les outils, enfin pas tous, mais une grande partie des outils des sciences humaines. Alors, qui dit culture dit aussi aller au-devant des populations. Ça veut dire que vous n'êtes pas enfermé dans votre bureau derrière votre ordinateur, mais aussi sur le terrain ? Ah oui, et ça c'est extraordinaire, quoi. C'est carrément une partie de mon métier que j'adore. J'ai eu la chance de pouvoir monter des projets de recherche autour de populations en Asie centrale, en Sibérie, et aussi d'autres populations en Afrique centrale. Et à chaque fois de rencontrer vraiment par le biais de son travail, de ses missions scientifiques, d'autres gens, d'autres manières de vivre et d'être, c'est à chaque fois extraordinaire et une grande source d'inspiration. Quand on arrive auprès des pygmées en Afrique et qu'on se présente comme spécialiste de génétique des populations, qu'est-ce qu'on a comme accueil derrière ? Alors déjà, on n'y va pas seul. Moi, j'ai toujours travaillé avec des ethnologues. Dans mon unité de recherche, il y a des ethnologues qui ont travaillé sur ces populations dites pygmées pendant plusieurs décennies, donc qui sont quelque part, je veux dire, ceux qui nous permettent d'accéder à ce terrain-là. Et à chaque fois, il faut trouver la manière de présenter les choses. Et donc, les premiers terrains qu'on a menés au laboratoire en génétique sur les populations dites pygmées, c'est en fait un étudiant en thèse, Paul Verdu, qui est après devenu chercheur, qui les a menés et qui a trouvé la manière qu'il avait, lui, de le présenter en expliquant aux gens qu'on peut retracer des liens familiaux et qui étaient inscrits dans leur ADN et que ça permettait de retracer l'histoire. Et ça passe effectivement très bien parce que n'importe où vous allez dans le monde, l'idée de savoir un peu d'où on vient, ça fait quand même partie des questions qui sont un peu universelles. Ça veut dire aussi que vous êtes en lien avec des chercheurs partout dans le monde. On imagine bien que ce patrimoine, il est commun à toute l'humanité. Ah oui, alors nous, on a mené des travaux de terrain à différents endroits, mais nos données sont intéressantes parce qu'on peut les comparer à tous les travaux de terrain qu'ont mené aussi d'autres chercheurs à travers le monde. On est dans un système de recherche extrêmement coopératif, en même temps compétitif, parce qu'il faut quand même sortir des nouveautés, etc., mais aussi très, très collaboratif, coopératif. Donc c'est assez agréable. Alors l'autre face du travail de scientifique que vous menez, c'est bien sûr toute la partie vulgarisation, toutes ces recherches qui sont complexes, mais que vous rendez à travers vos chroniques, à travers vos livres, tout à fait accessibles. Ça, c'est un travail qui vous paraît essentiel aussi ? Ah oui, puis j'aime beaucoup, quoi. Je trouve ça très intéressant. Et en fait, le fait d'être dans une discipline qui a beaucoup avancé en une vingtaine d'années, je pense que c'était important aussi de travailler à faire passer ce savoir dans la société. C'est d'ailleurs dans mes chroniques, je ne parle pas juste de mes recherches, hein. Je parle des recherches des gens avec qui je travaille, mais aussi d'autres équipes, etc. Je pense qu'on est une discipline foisonnante et il faut vraiment suivre, il faut que ça passe au public parce que c'est des choses, moi en tout cas, je trouve très intéressantes. Et à travers des petites anecdotes qui permettent aussi finalement de faire le travail intellectuel pour réussir à comprendre les concepts que vous essayez de faire passer. L'idée, c'est ça, c'est d'accrocher à quelque chose un peu de notre quotidien ou d'un peu, voilà, qui va permettre d'accrocher pour pouvoir aller après vers des choses un peu plus nouvelles que les gens ne connaissent pas forcément, quoi. Alors justement, c'est exactement ce travail-là que vous menez dans La vie secrète des gènes. On apprend vraiment énormément de choses et de manière tout à fait agréable, notamment qu'il y a 60 000 ans, nous étions 5 espèces d'humains à cohabiter sur Terre. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Alors, qui étaient ses cousins ? Il y a d'abord notre cousin le plus proche, l'homme de Néandertal, qu'on connaît bien parce que lui, il était plutôt européen. Il y a son petit cousin à lui, qui est l'homme de Denisova, qui est un peu le Néandertal de l'Est de l'Asie. Après ça, vous avez celui qu'on appelle le Hobbit, l'homme de Flores, qui mesurait pas plus d'1,10 m. Et un des derniers rentrés dans ce catalogue, c'est l'homme de Luzon, donc de Philippines. Alors lui, on n'a pas grand-chose, hein. On sait vraiment très peu à quoi il ressemble. Et donc, c'est assez fascinant de voir que finalement, ça va faire quoi, 30-40 000 ans seulement
On ne sait pas. Peut-être, on va dire 20 000, pour être plus sûr. Ça fait seulement 20 000 ans qu'on est finalement la seule espèce qui reste de finalement cette lignée humaine qui a toujours été foisonnante, buissonnante. Il y a toujours eu, je dirais, beaucoup de ce qu'on appelle espèces, au sens paléanthropologique, qui ont cohabité. Et finalement, ça fait très peu de temps qu'on est la seule. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que finalement, il en reste quelque chose de ces croisements, puisque ces différentes espèces, elles se sont rencontrées, elles se sont multipliées entre elles. Ah ben oui, on a tous un petit bout de Néandertal en nous. Les gens en Europe ont en moyenne 2% de leur ADN qui est venu de Néandertal. Les gens en Asie ont en plus des petits bouts de ces fameux hommes de Denisova, qui est en gros le cousin de Néandertal vers l'Est. Voilà, donc on a eu des mélanges, et même entre eux, Néandertal et Denisova, eux aussi, se sont croisés. Et ça, on le sait justement grâce aux travaux de Svante Pääbo, qui a eu le prix Nobel, parce que lui, il est arrivé à séquencer le premier ADN de Néandertal et plusieurs néandertaliens qui datent environ de 40 000 à 50 000 ans. Et par l'ADN, il a découvert cette nouvelle espèce, l'homme de Denisova. Alors, on apprend aussi que finalement, il y a très peu de différences génétiques entre deux hommes, deux femmes aujourd'hui, entre vous et moi, par exemple, beaucoup moins qu'entre deux races de chiens, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Alors, il y a deux choses. Déjà, au niveau de notre espèce, on n'a pas beaucoup de différences génétiques. On en a 3 fois moins que, par exemple, les orang-outans de l'île de Bornéo. Donc, en moyenne, 2 humains, ils sont identiques à 99,9% de leur ADN. C'est-à-dire que si on aligne l'ADN, c'est un ensemble de lettres. Il y a 3 milliards de lettres, c'est comme avec fait uniquement de 4 lettres de l'alphabet, A, C, T, G. Alors ces 3 milliards de lettres, ça correspond à une encyclopédie de 600 000 pages, à peu près comme ordre de grandeur. Ça fait lourd. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution, en fait, cet ADN est recopié d'une génération à l'autre, et puis inévitablement, il y a des petites erreurs qui se mettent dedans. C'est ce qu'on appelle les mutations. Et donc, si on compare le livre, on va dire, d'un individu avec celui d'un autre, il va y avoir à peu près une lettre sur 1000 où il y a une différence. C'est peu. Si vous prenez 2 orang-outans et que vous faites le même exercice, vous allez en trouver 3 fois plus de différence. Donc, on est une espèce qui n'a pas tellement de différences génétiques, et en plus, la génétique a montré qu'il y a finalement moins de différences génétiques entre les continents que ce qu'on attendait. Finalement, il n'y a pas tant de différences que ça entre un Européen, un Asiatique et un Africain. Et ça a été des résultats assez surprenants dès les années 60-70, dès qu'on a pu avoir accès, même si à ce moment-là, ce n'était pas l'ADN, mais on utilisait par exemple les groupes sanguins ou d'autres trucs. Ça a été un résultat, je dirais, assez inattendu dans la science dans les années 60-70. C'est vrai que cette thématique-là, elle est assez récurrente dans vos livres, dans vos propos, de dire que finalement, on est tous issus d'ancêtres communs, d'ancêtres migrants aussi, que les migrations ont vraiment suivi l'évolution, ou en tout cas qu'elles l'ont peut-être accélérée. C'est important pour vous d'insister sur ce point-là ? Oui, parce que on est une espèce vraiment particulière, quoi. Si vous regardez les chimpanzés, les gorilles, les bonobos ou les orang-outans, en gros, ils sont restés un peu, voilà, pour certains en Afrique, d'autres en Asie. Et nous, on est allés partout sur la planète. Et donc, on a un peu cette spécificité de migration qu'il n'y a pas en tous les cas chez les autres primates non humains. C'est quand même fascinant. On vient d'Afrique, notre espèce vient d'Afrique, et maintenant on est partout sur la planète. Alors c'est des migrations qui se sont faites petit à petit. C'est pas quelqu'un qui est parti avec son sac à dos de l'Afrique pour aller en Australie. C'est des petites migrations, on pense de quelques kilomètres par génération, mais ça fait qu'à la fin on est allé partout sur la planète, et dans l'ADN on retrouve ces chemins de migration, et ce qui fait qu'on peut dire que chaque individu a parmi ses ancêtres des migrants. Il a aussi certainement des gens qui n'ont pas bougé, mais en tous les cas, il a forcément des migrants dans ses ancêtres. Donc ça fait partie vraiment de notre constitution d'être humain. Alors si on tire un peu le fil, est-ce que ça veut dire que la génétique permet de nous prémunir du racisme ? Moi, j'aimerais bien, mais en fait, comme le racisme, c'est vraiment une valeur morale,
je suis pas sûre que ça suffise. C'est dans mes rêves, oui, mais malheureusement, il faut rester très humble. Nous, on amène finalement des informations, mais quelque part, c'est la valeur morale qu'on met sur ces informations qui va entraîner ou pas une pensée raciste ou non. Mais bon, je trouve que ça fait quand même du bien. Et puis, bien sûr, ce travail que vous menez, il permet de remonter nos origines, mais il permet aussi d'imaginer peut-être l'avenir. Est-ce qu'avec la génétique, on peut prédire ce qui attend l'espèce humaine ? Ah, ce serait génial. Non, mais en fait, les mutations, elles apparaissent. Chaque individu, il porte 70 mutations. Je vous dis, ces erreurs quand on recopie l'ADN. Donc, à 70, on va dire, nouveautés génétiques qui vont peut-être devenir ou pas importantes dans le futur. On ne le sait pas. Donc, dans l'évolution, il y a une énorme part de hasard. Donc, c'est très difficile de pouvoir prédire des choses. On sait juste qu'on n'aura pas un sixième doigt pour mieux utiliser les tablettes, non, on ne va pas perdre nos jambes parce qu'on ne marche pas souvent. Voilà, donc ça, on peut le dire. Le seul truc qu'on voit là, à l'heure actuelle, je dirais comme changement assez rapide, c'est qu'on a toujours eu des migrations, mais que là, on a de la migration entre des individus qui viennent d'endroits très différents et donc qui ont des aspects physiques différents. Et donc, il va y avoir des mélanges. Il y a déjà des mélanges qui vont certainement créer des nouvelles apparences. Moi, une fois, je me souviens, à San Francisco, j'avais vu un individu clairement chinois, mais qui avait la peau noire, quoi, et les yeux bleus. Donc voilà, je me dis, on va peut-être voir à une échelle assez courte, je dirais, dans une centaine, 200 ans, peut-être des nouvelles formes d'apparence. Et puis ce qu'on peut peut-être imaginer, c'est que cette discipline que vous étudiez, elle a encore une potentialité de découverte énorme. On n'en est qu'au début peut-être de tout ce qu'on sait. Il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas encore. Alors, il y a des champs dans cette discipline qui sont, à mon avis, extraordinaires. Déjà, parmi notre ADN, il n'y a qu'une petite partie qui sert à quelque chose qu'on appelle les gènes, mais on ne sait toujours pas à quoi servent tous les gènes. Donc, il y a encore du boulot. C'est ce qu'on appelle l'ADN poubelle. Il y a une partie, ouais, on l'appelle même l'ADN poubelle, et on se rend compte finalement que ça sert peut-être à quelque chose, mais à quoi, etc. Donc, il y a vraiment tout un champ de recherche autour de ça. Et il y a aussi autour, donc, on va dire, des données d'ADN anciens. Hein, parce que finalement, avec l'ADN de populations qui ont maintenant disparu, on peut retracer non seulement les histoires de migration, mais des histoires de parenté. Est-ce que les gens qui vivaient à un même endroit étaient parents ou pas? Comment ils se mariaient? Est-ce qu'ils étaient adaptés? Adaptés à quoi? C'est-à-dire une espèce de relecture du passé basée sur l'ADN. Les différences hommes-femmes, quand est-ce qu'elles émergent? Est-ce qu'il y a des inégalités dans le passé? Oui, comment elles se construisent. Enfin, voilà. Il y a toute une partie, je dirais, tournée vers le passé. Et puis, il y a aussi, dans le contemporain, on est loin d'avoir échantillonné l'ADN de toutes les populations humaines. On n'a pas encore atteint un moment où on aurait vraiment, on pourrait dire, un panorama complet de la diversité de notre espèce. Donc, vous avez encore beaucoup de travail devant vous? Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce prix Nobel de médecine de 2022. Est-ce que pour vous, ce genre de distinction, c'est une satisfaction de voir que c'est une discipline reconnue qui, en plus, fait partie aujourd'hui de nos vies, hein. L'ADN, c'est les gènes, ce sont des mots qu'on entend à la radio, qu'on lit dans les journaux. Est-ce que, en tant que scientifique, ça vous satisfait? Oui, ça me fait très plaisir parce que d'abord, parce que Svante Pääbo, c'est quelqu'un de très créatif, très original et qui a poursuivi son idée jusqu'au bout. Donc, je trouve que c'est un prix Nobel de créativité, vraiment. Donc, en ce sens-là, ça fait toujours plaisir et effectivement, ça donne quand même un peu plus à connaître de toute cette discipline générale, l'anthropologie génétique, dans laquelle il y a la paléogénomique. Donc oui, moi ça me fait plaisir, quoi. Vous parliez de Svante Pääbo, est-ce qu'il y a des personnes que vous avez suivies, qui vous ont donné envie de faire ce métier ou qui ont un peu fait naître aussi cette vocation? Alors, il y a quelques personnes qui ont été importantes. Il y a Pierre-Henri Gouillon, qui était professeur à Montpellier. C'est lui qui m'a fait découvrir la théorie de l'évolution et ça a vraiment été
je vous dis, un coup de cœur intellectuel. Donc, je l'en remercierai tout le temps. Après, moi, c'est vrai que je suis dans une discipline où il n'y avait pas tant de mentors que ça. Donc, ah bah si, il y a bien sûr Yves Coppens qui malheureusement est décédé l'année dernière. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes champs disciplinaires. En gros, lui, il travaille sur les os, c'est très vieux. Et moi, je travaille plutôt sur les populations actuelles. Mais il m'a donné ce goût... je dirais ce goût pour diffuser la science et en plus il m'a toujours soutenue parce que j'étais responsable de la rénovation du musée de l'Homme en 2015, du moins du parcours scientifique, et à un moment donné le devenir du musée de l'Homme était vraiment je dirais difficile et il nous a toujours soutenus, il a parlé de nous auprès des politiques, etc. Et donc je dirais sa générosité, son allant pour diffuser les connaissances, etc. Oui, il m'a marqué par rapport à ça. Alors c'est vrai que dans ce podcast, on a souvent l'habitude d'interroger les auteurs qu'on reçoit sur les livres aussi qui ont accompagné vos écritures. Est-ce que vous pourriez nous en citer un, si vous en avez un en tête ? Le premier qui va me venir en tête, mais je l'ai lu il y a très longtemps, moi c'était Franz de Waal, qui est un primatologue. Et je me souviens d'un titre, alors je crois que c'est Les chimpanzés boivent le thé ou quelque chose comme ça, et, ou La politique du chimpanzé. Enfin, je me souviens plus lequel j'avais vu qui m'avait vraiment marqué. Après, il y avait Jared Diamond, alors je sais pas le titre... qui montrait finalement l'effondrement, je crois qu'il a été traduit sous le terme effondrement, qui essayait de travailler cette interaction entre l'homme et l'environnement et comment dans certains cas ça pouvait aller finalement jusqu'à des effondrements de certaines sociétés. Donc c'est les deux auxquels je pense comme ça, quoi. Voilà, des idées de lecture d'Evelyne Heyer. Une dernière question pour terminer cet entretien. S'il y avait une découverte que vous aimeriez voir aboutir dans les prochaines années, ce serait laquelle dans votre discipline ? Peut-être justement vous parliez de ce qu'il y a encore à découvrir. Est-ce que vous pensez à quelque chose ? Alors là, vous me posez une colle parce que moi, je suis plutôt dans de la recherche qui est plutôt des petites choses petit à petit, très cumulatif. Je pense que si on arrivait à trouver des techniques d'ADN ancien, de paléogénomique pour les zones plus tropicales, parce que pour l'instant, on connaît un peu l'histoire dans des zones où l'ADN est mieux conservé, c'est plutôt dans le nord. Je pense que ça, ce serait une découverte technique qui permettrait après, à quelqu'un comme moi, de se poser plein de nouvelles questions. Ça ouvrirait des nouveaux champs. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Evelyne Heyer. Je rappelle donc le titre de votre dernier livre, La vie secrète des gènes, paru chez Flammarion. Merci. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les titres cités dans cet épisode sur notre site librairiedialogue.fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!